Des ondes vocastes, l'invité. Cette année, le Salon de la radio évolue et se nomme désormais Paris Radio Show. Habituellement organisé fin janvier à la Villette, cette édition post-crise sanitaire a eu lieu à la Scène Musicale à Paris les 2 et 3 juin 2002. C'est le nouveau lieu pour les années à venir. Ce premier événement, c'était un pop-up Paris Radio Show, c'est-à-dire en taille réduite, mais dès l'année prochaine, a priori, l'événement revient dans sa forme entière, avec notamment beaucoup d'exposants internationaux. Et on accueille pour en parler Anthony Gouraud, qui est le créateur et ancien animateur de ce podcast. Anthony, tu y étais au Paris Radio Show et tu nous as préparé un petit édito sur ce qu'on a pu apprendre là-bas. Oui, ravi de revenir au micro un an après la passation. Je vois Olivier qui a toujours ce rendez-vous mensuel pour les passionnés de radio. Bravo à toi d'avoir assuré la suite. Et puis bien salut à tous nos auditeurs et auditrices. Et merci à vous d'être restés fidèles à l'émission. Alors pour revenir au salon Paris Radio Show, oui, quel plaisir de retrouver les professionnels du secteur. Pendant 2 jours, il était possible de rencontrer divers exposants venus présenter leurs solutions d'automatisation radio, de diffusion hertzienne, d'hébergement de podcasts, entre autres. C'était également l'occasion de célébrer la fête de la radio organisée aux mêmes dates. De nombreuses tables rondes étaient organisées selon les thématiques. Certains retours d'expérience et expertise des intervenants sont particulièrement intéressants. Oui, j'aime bien faire le tour des exposants, mais c'est vrai que les sessions proposées sont aussi l'occasion d'apprendre ou d'être imprégné de points de vue différents. Et naturellement, je n'ai pas pu tout suivre, mais j'ai pour vous quelques retours à vous faire. Pour éviter d'être trop long, tu vas nous parler de 3 grands sujets: podcast, stratégie de production et diffusion audio, puis finalement habillage. Et aussi, tu nous parleras de NFT, une session que tu as animée au salon. Commençons avec cette question: programmer des podcasts en radio, non-sens ou opportunité ? Oui, la réponse n'est pas si évidente. Les radios utilisent principalement les podcasts comme moyen de réécoute des émissions diffusées à l'antenne. Historiquement, la radio présente une culture de flux. Il faut alimenter en continu l'émetteur pour assurer l'écoute en direct à tout instant. Mais petit à petit, une culture de stock s'est installée, comme le témoignait Camille Renard de France Culture. Les émissions sont produites pour être diffusées sous plusieurs formes sans forcément prendre en compte les contraintes antennes, les spécificités du linéaire. Pour l'anecdote, il existe au Royaume-Uni une station nommée Podcast Radio qui présente la particularité de ne diffuser que des épisodes puisés depuis un catalogue de podcasts. On note que beaucoup trop de programmes sont produits comparés au temps d'écoute disponible accordé par l'audience, beaucoup d'efforts sous-rentabilisés, donc pourquoi en fait produire plus d'une dizaine d'heures de programmes inédits au cours d'une journée quand on sait que l'auditeur, l'auditrice n'écoutera la radio en moyenne qu'1 à 3 heures par jour finalement. Ce qu'on peut retenir, c'est que la radio live reste quand même toujours le principal vecteur d'audience. Ah ça oui, à France Culture, ils se sont rendus compte pour une émission initialement prévue en diffusion uniquement à la demande que la mise en onde d'un épisode a créé un véritable boost sur les écoutes en podcast. Frédéric Gérand de la RTBF a avancé à juste titre que la radio en FM a l'avantage de présenter à une audience installée de nouveaux contenus, tandis qu'un effort marketing conséquent est nécessaire pour émerger sur les plateformes de podcasting. Diffuser en hertzien permet de profiter d'un ratio visibilité-portée très intéressant, parce qu'en hertzien, en fait, le nombre de fréquences est limité, tandis que sur le web, l'espace est sans fin. Et notons qu'il y a plus de monde à l'écoute en FM qu'ailleurs. Alors qu'il est nécessaire de programmer l'écoute d'un épisode, un flux, lui, a l'avantage d'être plus ergonomique lors d'une écoute passive, en conduisant, pendant le ménage, etc. Tu as suivi aussi les sessions sur les stratégies de diffusion multiplateforme. Alors oui, ça c'était l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'approche d'énergie en matière de podcast. C'était très intéressant parce que on a pu comprendre que le groupe Énergie a fait le choix, pour le coup, de créer des contenus supplémentaires aux antennes musicales pour atteindre la cible historique, les jeunes, sur l'éditorial. Pour être raccord avec la thématique traitée juste avant, à l'instant, pour le coup, pas de diffusion de ces productions sur les ondes, mais les podcasts profitent de promo antenne. Énergie a conclu un partenariat stratégique avec iHeartMedia. Ça rappelle l'accord entre Prisma et le studio américain Wondery. Des podcasts populaires américains comme Stuff You Should Know sont maintenant disponibles traduits en version française. On peut donc retrouver le podcast qui s'appelle Tout sur Tout, présenté par Braque et Louis de la libre antenne Radio Stream sur Énergie le soir.
Sarah Conan, Head of Podcast pour le groupe Énergie, affirme que les podcasts permettent de faire du test and learn, c'est-à-dire tester des talents, tester des formats. Le groupe Énergie adapte également certaines émissions télé en version audio. On peut retrouver Crime, issu de Énergie 12, et ou Sous les jupons de l'histoire, voilà, c'est une émission diffusée sur Chérie 25 par exemple, sur les plateformes de podcast. On peut noter quand même que c'est pas une initiative vraiment nouvelle, hein. On peut noter que RTL Originals aussi proposait par exemple Capital, extrait du magazine de M6 en podcast. Après, pas spécialement d'indicateurs si ça marche vraiment bien, si c'est une opération rentable, mais en tout cas, bon, c'est pas déconnant hein, d'exploiter au maximum comme ça les contenus. À cette session, hein, du côté de 100%, le DG Jacques Iribaren a clairement dit que lui, par contre, il ne voyait pas d'intérêt pour un média, alors pour un média local, hein, de créer du contenu qui ne sera pas à l'antenne, parce qu'en fait, tout simplement, le ROI est trop faible. Et enfin, à cette session-là, à cette table ronde-là, on a une info notable que j'ai relevée hein, du côté de RFI pour compenser les coupures régulières des diffusions en herdien ou via les plateformes de Radio France, notamment au Mali. Les équipes de RFI proposent le direct et les podcasts sur YouTube. Des sites miroirs ou groupes de messagerie Telegram permettent aussi d'assurer un lien constant avec l'audience africaine. Un point sur l'habillage d'un podcast maintenant ? Alors oui, pour cette session-là, il faut savoir que ça s'applique vraiment plutôt aux fictions, aux feuilletons radiophoniques, hein, typiques de France Culture, Arte Radio ou autres. J'étais un peu déçu qu'on ne parle pas d'autres formats, type talk, des émissions musicales, etc. Parce qu'il y a des particularités, des conseils issus de l'expérience radio qui pourraient être utiles hein, sur les jingles, les sweeps, etc. Bon bref, en gros, il est rappelé ici l'importance d'une vision commune du projet entre journalistes, auteurs et réalisateurs. La réalisatrice Mary Royer affirme avoir parfois eu l'impression que certains cherchent à imposer leurs pattes, hein, notamment sur l'habillage sonore, ce qui crée des frustrations et un résultat finalement décevant pour tous. Elle note cependant un bon retour d'expérience avec Arte Radio. Voilà. Après, contrairement au cinéma où les métiers sont segmentés, la réalisation de podcasts demande généralement une implication à plusieurs niveaux pour une même personne. Théo Boulanger, hein, qui a travaillé pour Canal+, Binge Audio, indique qu'il s'adapte selon les situations et son rôle de réalisateur peut s'inscrire uniquement sur la technique, sur le travail son, le mix, mais aussi parfois avec un travail d'écriture en plus, en collaboration avec les auteurs. Donc pour Cerno, un podcast qui est assez connu, hein, Cerno de Julien Cernobori. Donc pour Cerno, donc Théo Boulanger a travaillé pour ce podcast-là. Il a suivi un processus inverse. Théo a créé la musique et cela a donné de l'inspiration à Julien Cernobori pour l'écriture du podcast. On notera aussi l'intervention de David Federman, qui est un ancien de Radio France, qui a bossé aussi pour Boxon. Donc lui, il recommande de produire sa propre signature. Bon, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais voilà, il recommande de produire sa propre signature pour donner à son podcast une véritable identité sonore. Et puis pour l'habillage en fond, hein, il privilégie naturellement des banques sons spécialisées. Faut pas s'amuser à prendre des sons, des musiques commerciales. Donc pour les portraits de la BNF, il a utilisé la banque de sons Sésame. Il ajoute que sélectionner dans une banque de sons peut lui prendre plus de temps que créer sa propre production musicale sur mesure, dans le cas où il a une idée précise de l'environnement musical à apporter. Donc voilà, pour les plus musiciens d'entre vous, n'hésitez pas aussi à créer votre propre habillage sonore, c'est son conseil. Et enfin, dernier point, il conseille aussi de ne pas hésiter à enregistrer au sein d'un lieu extérieur pertinent, donc en fonction du récit. Alors ça s'applique plutôt voilà, pour les productions et pour les podcasts, on va dire, cités comme immersifs. Naturellement, pour une table ronde, pour un format talk, bon, ça n'a pas trop de sens d'enregistrer à l'extérieur, quoique, hein, au sein d'un salon, par exemple, un salon professionnel, ça peut être pertinent, mais en tout cas, voilà. Il préconise de plutôt enregistrer dans un environnement spécifique, voilà, à l'extérieur, plutôt que rester sans arrêt en studio ou enregistrer par téléphone. Et enfin, pour conclure, hein, on parle beaucoup d'habillage hein, dans cette table ronde-là, mais l'habillage doit respecter le récit, le sublimer, mais l'habillage du podcast passe aussi par l'image, notamment la cover, hein, qui est l'image d'illustration du podcast. C'est le premier contact, le premier point de contact du podcast avec son audience, donc il faut pas négliger cette partie image, et donc attention au décalage entre le visuel et l'environnement sonore des productions. Et enfin, Anthony, tu as animé une session là-bas au sujet des
NFT. Alors oui, là, je suis vraiment ravi de cette table ronde. Voilà, c'est un sujet qui est pas évident à traiter. On parle quand même de technologies assez nouvelles, assez émergentes. Et là, j'ai réussi quand même à avoir autour de moi des intervenants qui étaient vraiment de qualité. Je suis vraiment ravi. Alors bon, avant tout, on va un peu de définition. Donc, qu'est-ce qu'un NFT? Donc, un NFT permet de certifier la propriété numérique qui peut représenter un objet de collection virtuelle, une carte VIP offrant des accès privilégiés, entre autres. Donc, à quoi ça sert? Les NFT facilitent la création, l'achat et la vente, voire même la revente d'offres numériques, avec une impossibilité garantie d'effectuer des duplications, des copies. Donc, cette authenticité est vérifiable par une sorte de base de données publique particulière, hein, une blockchain. La rareté et surtout la valeur de ce qu'offre un NFT détermine en grande partie son prix et donc son potentiel économique. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais voilà, les NFT, quel usage pour les podcasts? Eh ben, on a pu avoir un premier retour d'expérience concret avec Damien Douani, qui a été le premier à expérimenter avec Uncut.fm, une solution qui permet de créer facilement une collection de NFT pour monétiser la communauté de son podcast. En fait, lui, il a clairement avoué que son expérimentation était un échec parce que la contrepartie était trop faible. Lui, en fait, il avait lancé des NFT, mais la seule proposition de valeur, c'était que l'argent serait reversé, notamment en soutien à l'Ukraine. Donc, j'ai bien aimé ce type de retour parce que finalement, c'est assez rare les gens qui sortent du spectre de l'autopromo, de l'autosatisfaction. Et là, Damien Douani, il a dit très concrètement pourquoi ça n'avait pas pris autant qu'il l'aurait espéré. Donc là, voilà, pour moi, c'était un échange utile pour celles et ceux qui veulent expérimenter avec les NFT comme lui. Après, j'étais aussi ravi d'avoir à mes côtés Laurent Beignet, qui a lancé une collection de 999 NFT pour financer le lancement d'un nouveau journal papier, 20 Mint. Donc voilà, un journal papier dérivé de 20 minutes. Résultat, 200 000 € collectés en 15 heures. Donc on voit que quand un NFT a une utilité, qu'il y a une communauté derrière, qu'il y a une marque forte, comme 20 minutes, pour soutenir des projets nouveaux comme ça, il peut y avoir vraiment une vraie appétence, il peut y avoir des vrais projets concrets. Alors, pour info, un NFT, ça te donnait les 999 NFT. Donc, la proposition de valeur derrière, c'est qu'un NFT donne place au comité éditorial du journal. C'est-à-dire qu'en ayant un NFT, on prend part à l'élaboration, au processus de décision, en tout cas, de création du journal 20 Mint. Bon, c'est assez expérimental parce que aujourd'hui, cette place au comité éditorial, c'est juste un accès réservé à un salon sur Discord. Mais plus tard, une partie des revenus sera versée vers un fonds qui sera contrôlé par l'ensemble des détenteurs de NFT. Et donc, les contributeurs se sentent ainsi plus impliqués, plus engagés avec le média. Et c'est pour cette raison qu'ils sont prêts à payer davantage que via crowdfunding, Ulule, Patreon ou autres. Donc, certains NFT de 20 Mint sont disponibles à la revente. Donc, les acheteurs et vendeurs parient sur le succès du média. Donc, voilà, les NFT, c'est une nouvelle forme de crowdfunding, une alternative à Patreon, qui peut être intéressant, notamment pour les podcasts indépendants, mais pourquoi pas aussi pour des plus grands médias, parce que 20 minutes est quand même un média important. Ils ont quand même utilisé des NFT pour lancer un nouveau projet, un nouveau journal. Sinon, il y en a un qui était assis à la table ronde qui a fait un peu sensation parce qu'il portait un masque de buffle. C'est le DJ Buffalo. Voilà, DJ Buffalo, c'est un DJ qui anime des soirées au sein de clubs, mais de clubs virtuels. Donc voilà, des clubs, des boîtes de nuit dans le métaverse. Donc il mixe parfois depuis les studios de Radio FG. Et puis la particularité, c'est que son set est retransmis dans Decentraland, qui est un métavers en fait. Lui, son modèle économique, c'est qu'il vend des goodies virtuels sous forme de NFT, un chapeau pour son avatar, etc. Donc, il propose également ses productions sous forme de NFT qui donnent des droits d'usage. Donc, c'est une affaire à suivre. Je trouve que le modèle et l'univers qu'il propose sont très intéressants et je ne serais pas étonné que cela se démocratise de plus en plus. Et puis enfin, un petit point sur Fun Radio qui, pour étudier le potentiel de la technologie, a lancé une expérimentation à l'occasion de la Fun Radio Ibiza Experience, donc 10 NFT vendus. Alors les NFT donnaient accès aux concerts, mais aussi à la possibilité d'avoir son nom sur le générique diffusé sur W9. Donc Alix de Goldschmidt, responsable produit innovation du groupe M6, a indiqué
que d'autres expérimentations similaires sont en préparation, donc notamment avec des cartes d'artistes. Donc peut-être qu'on aura des sortes de cartes de collection virtuelles sous forme de NFT aux couleurs des stations du groupe M6 ou des chaînes du groupe. Ça à voir, hein, parce que c'est pas forcément qu'en radio. Attendez-vous peut-être à quelque chose du côté de la télé. Et puis Énergie aussi se lance sur le créneau des NFT spécifiquement avec Nafstar. Vous pouvez regarder nft.energie.fr. Merci Anthony pour ce retour et ces points de vue. Des ondes Vocast.